Bismillah. Un niveau désert de plus. Où étions-nous? Déjà très loin de la matriarchie. Nos vivres baissés et notre réserve de piles, un monde de silence, vieux, froid et hostile, dégradé par le temps, mais non par la guerre. Les traces du conflit n'avaient marqué que 4 niveaux, laissés derrière nous depuis longtemps. Nous cherchions les vivants, la révolte avait été réalité, mais où se trouvaient ceux qui avaient survécu? Plus haut peut-être, mais trop loin pour nous. Malgré un rationnement féroce, l'eau nous manquerait bientôt. On ne s'habitue pas à la soif. Elle est torturante en permanence. La maigre ration accordée chaque soir nous maintenait en vie, mais elle disparaissait dans nos organismes desséchés comme des gouttes dans du sable. Nous avions fouillé les niveaux avec un acharnement désespéré pour ne découvrir chaque fois qu'un univers vide, glacé et noir. Pas d'homme et pas d'eau, rien de vivant, même pas un rat ou un insecte. Étape du soir, nous nous étions assis pour le repas. Mâcher les tablettes d'aliments, concentrer son liquide, pour les aider à passer n'était ni facile ni agréable. Maori présenta le bilan de la situation. Nous avons de l'eau, dit-il, pour visiter 2, peut-être 3 niveaux de plus, c'est tout. Nous le savions, mais d'entendre les mots rendait la réalité plus âpre. Les révoltés peuvent être installés beaucoup plus haut, constata Joseph. Oui, répondit Maori, mais en ce cas, nous ne les rejoindrons jamais. Loré intervint avec une voix mauvaise. Vous étiez parti pour nulle part, les niveaux fermés sont vides, vous avez poursuivi une chimère. Comment sais-tu qu'ils sont vides? Demandai-je. Les yeux verts se glacèrent. Loré nous haïssait tous, mais moi plus que quiconque. Je le sais, c'est tout. Tu ferais mieux de trouver une meilleure réponse. Je suis fatigué, mais tu pourrais m'agacer suffisamment pour que je l'oublie et que je te batte. Fais-le, tu ne modifieras pas la réalité, les niveaux fermés sont vides. Elle me défiait, les yeux rétrécis. Joseph s'interposa, ses yeux sombres exprimaient une profonde lassitude. À quoi bon ces disputes? Loré, tu nous détestes, mais tu es avec nous. Ton sort est lié au nôtre. Même si nous décidions de redescendre, nous n'aurions pas assez d'eau pour le faire. Sois raisonnable, si tu sais quelque chose, dis-le. Dis-le, Loré, appuya Kateri. Loré supportait mieux Kateri que nous. Une complicité de femme à femme les unissait plus ou moins. Après un temps de réflexion, elle se décida à parler. Je ne sais pas grand-chose, j'ai seulement entendu ma psychochef dire que la légende montait, que les niveaux fermés étaient déserts, sauf certains où il y a des monstres. Des monstres. Kateri était incrédule. Oui, mais je n'en sais pas plus. On ne questionne pas une psychochef. J'étais intrigué, mais je n'ai rien demandé. Des monstres, dit pensivement Maori. Voulait-elle parler d'hommes monstrueux ou d'animaux? Je te dis que je ne sais pas. Théode haussa les épaules. Qu'est-ce qui pouvait vivre dans un pareil désert? Pas d'eau, pas de nourriture. Monstrueux ou non, des animaux semblent bien improbables quant aux hommes. Ils sont quelque part, dis-je, en niant mes propres doutes, et nous les trouverons. Dormons, dit Maori. Parler gaspille de la salive. Nous verrons bien demain. Qui prend le premier tour de garde? Moi, dit Théode. J'ai bien trop soif pour avoir sommeil. Tais-toi, dis-je aigrement. Nous avons tous trop soif, c'est inutile de nous le rappeler. Une nuit paisible, trop paisible, mais peu avant le matin, ou ce qui aurait été le matin dans la matriarchie. Maori nous réveilla en criant. Un rat! Je viens de voir un rat! Près de mon sac! Et c'est pour un rat que tu nous réveilles en sursaut? Protesta Théode irrité. Imbécile! S'il y a un rat, il y a de la vie quelque part, pas loin de la vie et de l'eau. J'eus des visions instantanées de fontaines crachantes, de ruissellements, de canaux d'irrigation courant dans les jardins. Ma langue sèche lécha mes lèvres craquelées. J'entendais presque le bruit du liquide. Kateri résuma un désir général en s'exclamant « Partons vite !» Elle en oubliait son calme habituel, ses yeux gris brillaient d'excitation. Les préparatifs ne durèrent pas longtemps. Nous roulâmes hâtivement nos couvertures. Maori fixa à son sac notre dernière outre. Elle ne le chargeait guère. Une autre flasque clapotante. Comment pouvait-il endurer ce bruit dans son dos? Un bruit doux de liquide, tentation permanente. Parfois je m'éloignais de lui pour ne plus l'entendre. Les marches éternelles, usées, abrassées, leurs arêtes à saboulons sous nos pieds. Nous les gravissions trop vite. Maori nous rappela à la prudence, se hâter nous faisait transpirer, épuisant davantage nos réserves internes.
Il nous fit calmement remarquer que cette eau que nous espérions pourrait ne pas se trouver au prochain niveau, mais plus loin. Nous ralentîmes pour adopter une allure plus raisonnable. J'essayais de ne pas penser et de chasser une floraison de mirages liquides. Je voyais de l'eau partout. Ma lampe en faisait naître dans les taches de la muraille, ruisseler sur les marches en nappes scintillantes. C'est mort, dit Théod. Vide et mort, comme tout le reste. Son visage creusé exprimait l'extrême de la lassitude. Ses yeux étaient sans reflet, comme couverts d'un voile de ternissure. Sa peau claire avait une teinte grisâtre, malsaine. Sa barbe et ses cheveux étaient collés, poisseux, assombris par la crasse. Nous étions tous locteux, répugnants de saleté, malodorants. Le manque d'hygiène nous irritait la peau. Périodiquement, nous nous grattions avec une fureur hargneuse. Nous avions atteint le niveau supérieur, aussi noir, désert et froid que les précédents, mais plus hostile, parce que nous en avions trop espéré. Nous venons d'arriver, dit Maori. Nous n'avons pas encore cherché. L'eau est peut-être ici quand même. Où demanda Kateri. En tout cas, pas dans les canalisations. Ce niveau est vide depuis bien des années. Loré rit, avec une ironie cruelle et triomphante. Courez, courez après votre chimère. Cherchez, vous allez tous mourir. Toi aussi, dis-je. Je mourrai contente. La dernière, j'espère, pour mieux vous regarder devenir fou de soif. Les yeux verts brillaient d'une joie maligne. À ce qu'il me semblait, Lorraine n'était plus elle-même très saine d'esprit, et moi, j'étais trop lasse pour la colère. Nous étions tous trop lasses. Personne ne jugea utile de répondre. Où pourrait-il y avoir de l'eau? Où? Joseph posait la question à mi-voix, les yeux rêveurs. Les jardins, s'exclama Théod. Dans les jardins, parfois les canaux d'irrigation sont alimentés par un ruisseau capté. Ils ne dépendent pas toujours des canalisations. Grande-mère, il avait raison. C'était une possibilité. Il y a des jardins à tous les niveaux, demanda Maori, mi-espérant, mi-incrédule. Non, ils ne sont pas toujours situés dans le même secteur. Il va falloir chercher. Cherchons. L'espoir faisait renaître l'ardeur chez tous, même chez Loré, qui me parut en cet instant beaucoup plus désireuse de boire que de se réjouir de notre soif. Nous cherchâmes très longtemps, les niveaux sont vastes, un couloir, un autre encore, labyrinthe de voies identiquement noires et désertes, enchaînement de portes s'ouvrant sur des salles vides, tapissées d'un velours de poussière où nos pas s'imprimaient. Nous marchions, l'espoir accroché, refusait de mourir. La prochaine porte sera la bonne. La prochaine. Les heures passaient. Ça suffit, dit Maori. Nous épuisons nos réserves, il faut s'arrêter. Pas tout de suite, supplia Théod. Cherchons encore un peu, juste 2 couloirs, un. Le visage fermé de Maori disait non. Malgré ma fatigue, j'en étais aussi déçu que Théod, et que tous les autres, mais nous avions admis Maori comme chef. Nous lui obéissions, invariablement du reste. Il basait ses décisions sur le bon sens. Sa logique pouvait être parfois aussi tranchante que celle de Kateri. Nous l'acceptions plus aisément quand même, parce qu'elle se tempérait d'amitié. Nous nous installâmes pour l'étape, geste routinier qui nous débarrassait de nos sacs, déroulait nos couvertures. Puis la distribution de l'eau faite par Maori, distribution minutieuse, strictement mesurée, surveillée par des yeux jaloux qui exigeaient une absolue égalité, fût-ce dans les gouttes. Nous buvions avant de manger. Dans le cas contraire, nos bouches trop sèches ne nous auraient pas permis la mastication. Mais quand j'eus avalé mon fond de gobelet, ma langue ne me parut pas plus souple. Un morceau de cuir racorni qui adhérait à mon palais. Maori distribuait les tablettes quand Théod hurla. « Regardez !» Son doigt tendu désignait l'angle mur-sol. Un réseau de fils légers s'accrochait là, pas plus grand qu'une pomme. Un petit grain noir le ponctuait, une patte articulée tendue sur la toile. Une araignée, une très petite araignée qui se dépliait et courut quand Théod souffla doucement sur les fils. « Grande-mère !» cria Maori. « Elle vit, elle vit! Il y a de l'humidité ici et de l'eau !» La fatigue s'était envolée, nous étions tous vibrants d'une excitation incontrôlable. Même Maori oublia d'être raisonnable. Nous allons nous accorder une ration d'eau supplémentaire et nous chercherons jusqu'à ce que nous trouvions. Vous êtes d'accord? Tout le monde l'était. Couloir et porte, qui semblaient se multiplier à l'infini et se moquer de nos recherches fiévreuses. Puis vint cette nouvelle voie, très large, très longue,
qui s'enfonçait dans un absolu de noirceur, et cette ligne lointaine, étroite, très brillant, qui tranchait dans l'ombre. Un ray de lumière? Nous courûmes, avec une frénésie aveugle, sans souci des autres. J'arrivai le premier sur ces doubles portes entrebâillées, qui laissaient filtrer une ligne de clarté. Elles s'ouvrirent largement sous la poussée féroce de mes mains, et je criai de triomphe et d'incrédulité. Un jardin? Un jardin extrêmement vaste, envahi d'une jungle de végétation où se mêlaient les verts, les beiges, les ocres. Un jardin luxuriant, fourmillant d'insectes, un jardin vivant, baigné dans l'intense clarté de 2 lampes solaires. Il me sembla impossible. Les 3/4 des plantes m'étaient inconnues, ainsi que la majorité des insectes qui s'affairaient. Stridulants, bourdonnants. Je frottai mes yeux, les fermai, les rouvris, le jardin était toujours là, lumineux, vibrant. Les lampes solaires en accentuaient l'irréalité. C'est comme ça que j'imagine l'Arly, dit Joseph, hésitant sur le seuil. Nous regardions tous hallucinés. L'incroyable jardin. Au nom de la grande mère, s'exclama Maury. Comment ces lampes solaires peuvent-elles encore marcher? Elles sont autonomes, répondit Théode. Elles ne dépendent pas d'un réseau électrique et elles sont presque éternelles. Ce qui est surprenant, ce n'est pas qu'elles fonctionnent, c'est que la matriarchie les ait abandonnées là. Elles ont une immense valeur. Comment a-t-on pu les laisser? Mais comment marchent-elles? Demanda Joseph. J'étais jardinier, pas ingénieur, interroge Kateri. J'ai fait des études d'ingénieur orga, dit-elle. Je ne sais rien des lampes solaires. Dans la matriarchie, les femmes étudient, mais chacune dans un domaine déterminé. Efficacité avant tout, il est inutile d'apprendre ce qui ne servira pas pour le travail choisi. L'orée nous ramena à notre préoccupation. Et l'eau? Elle est quelque part dans cette jungle, répondis-je, sinon rien ne pousserait. Qu'est-ce que nous attendons pour la chercher alors? Je croyais, dis-je, avec une bonne dose de jubilation, que tu aurais été content de mourir, à condition que nous ayons la bonté de le faire avant toi. Ses yeux me foudroyèrent avec l'intensité d'une décharge énergétique. Mais l'adversaire, touché, ne répliqua pas. Taisez-vous, dit Théode, et écoutons. Nous entendrons peut-être couler l'eau, ça nous évitera de fouiller au hasard. Nous écoutâmes, stridulation et zonzonement d'insectes, bruissement des plantes. Théode avait l'oreille fine, son doigt tendu indiquait une direction à gauche. Je crois que c'est par là. Les plantes opposèrent une vive résistance à notre intrusion. Elles s'enlaçaient, serrées, jaillissant vers la lumière. Certaines dépassaient nos têtes. Je reconnus une cartaine de taille anormale qui avait une inhabituelle teinte de cuivre foncé. Mais anormale ou non, elle devait quand même avoir un bulbe. Le jardin nous fournirait aussi de la nourriture. Notre avance dérangea les insectes qui tourbillonnèrent. Ils étaient tous de très grande taille et je n'en reconnus aucun. Une bestiole sautante jaillit devant moi. Elle prolongea sa détente en ouvrant des ailes diaprées de rouge et de violet. Avec beaucoup d'imagination, elle évoquait une sauterelle, mais celle que je connaissais n'était pas plus grande que l'ongle, n'avait pas d'ailes et s'habillait de brun et beige. Théode qui fonçait, forçant les plantes avec une énergie brutale, indigne d'un jardinier, cria « Voilà le canal !» Quelques secondes, et nous fûmes tous à plat ventre, la tête plongée dans le ruissellement frais.